Depuis plus d'un siècle déjà, aucune guerre n'avait éclaté. Nulle part, pour aucun prétexte. La dernière guerre, celle de 2342, avait été tellement atroce. Elle s'était déployée dans un tel raffinement de démence meurtrière que l'homme avait fini par s'effrayer lui-même. Il avait renoncé à revendiquer des droits ou des régions. Il avait renoncé à crever sous prétexte qu'il voulait vivre mieux. Il s'était calmé, brûlé par ses propres excès. Et comme vraiment, aucun pays ne voyait plus de raison de défendre ses frontières, on opéra à travers le monde entier un désarmement général, de même que l'on détruisit les écoles militaires en démobilisant tous les soldats de carrière, leurs officiers, les états-majors. C'est alors que se posa un problème que le monde n'avait jamais eu à affronter. Que faire de ces millions d'hommes récemment mis sur le pavé? Car très vite, on dut se rendre à l'évidence qu'un véritable militaire ne servait à rien. En plus du fait qu'il lui était impossible de s'adapter à une vie normale, un soldat digne de ce nom n'avait vraiment qu'un seul métier, tuer. Mais tuer quoi? Beaucoup de soldats furent engagés comme bouchers, d'autres trouvèrent du travail dans les abattoirs, d'autres encore se firent chasseurs, trappeurs, traqueurs. Mais les animaux leur parurent une cible bien moins tentante que l'homme. Et de toute façon, il restait les autres, tous ceux qui, désœuvrés, assoiffés, cherchaient en vain une occupation assez sanglante pour leur faire oublier le paradis perdu. C'est ainsi que, comme il fallait s'y attendre, les démobilisés en arrivèrent à se grouper, à se liguer en syndicats. Bientôt, ils imposèrent leur nouvelle corporation, ils créèrent de nouvelles offres. Ils y répondirent avec empressement. Un an plus tard, dans tous les journaux, on pouvait lire des annonces de ce genre. Officier artillerie demande place mitrailleur privé, de préférence dans grosse entreprise. Héros de guerre, 30 ans de service, plusieurs centaines de cadavres à son actif, recherche place tueur, pour compte ministère. Et peu à peu, les entreprises importantes, comme les directeurs de sociétés, en vinrent à engager officiellement au tarif syndical des tueurs à qui ils confiaient de multiples besognes. Tuer un créancier difficile le jour de l'échéance, supprimer quelques clients abonnés à la concurrence, liquider un fournisseur au lieu de liquider une dette, c'était fort pratique en somme, et le tueur devint un rouage administratif aussi indispensable que le comptable ou l'emballeur. Avec infiniment de désinvolture, on admit bientôt le fait de tuer pour un oui ou pour un non. Il était plus simple de tuer un employé indésirable que de le licencier avec une indemnité, plus facile d'éliminer un contradicteur que de lui donner la réplique. Cela ne coûtait même pas beaucoup plus cher. Bref, en quelques années, le monde devint un lieu de carnage, où la torture et la tuerie étaient incidents tellement quotidiens qu'un jour, il fallut songer à prendre des mesures. Mais lesquelles? Il n'y avait en vérité qu'une seule solution, et le monde entier l'adopta d'un commun accord. On reconstitua les armées, on fabriqua de nouvelles armes, on mobilisa en hâte des millions de soldats, on rappela les officiers de carrière, on remit sur pied les états-majors. Et parce que sincèrement ces troupes étaient plus que jamais avides de sang, les pays comprirent la nécessité de créer quelques conflits afin d'envoyer sans délai leurs troupes au front. C'est dire qu'à travers le monde entier, dans un effrayant chaos, une guerre sans pitié éclata. Alors enfin, on eut la paix. L'histoire, on l'avait dit, n'est qu'un éternel recommencement. C'était vrai. Depuis le XXIe siècle, l'histoire avait considérablement élargi son rayon d'action, mais projetée dans l'espace, elle semblait garder ses propriétés de mythe, soumises aux lois de la pesanteur terrestre. En somme, tout ce qui s'était passé dans l'infini au cours des quelques siècles de l'âge spatial s'était déjà passé sur Terre au Moyen-Âge. L'histoire n'avait décidément que quelques circonstances à sa disposition pour écrire sa légende. Des guerres, des conquêtes, des trêves, la paix, des révoltes
de nouvelles guerres, puis inutiles, de nouvelles trêves. À part le fait que la Terre était devenue depuis longtemps déjà la métropole de l'univers, rien n'avait changé. Rien de vraiment essentiel. L'homme, après avoir conquis sa planète natale, avait réussi à conquérir les planètes étrangères. Mais il n'avait pas réussi à conquérir ce bonheur, dont on parlait tant depuis la création du monde. L'homme avait gagné, en plus de son titre de fils divin, ses galons de titan de l'espace, comme son brevet de roi des étoiles. Mais il n'en restait pas moins une chose vulnérable, qui vivait moins longtemps qu'une carpe. Et s'il avait ajouté des pages de gloire au grand livre d'or de l'humanité, il n'avait pas réussi à prolonger de quelques années son bail d'existence. On peut même admettre que délibérément il avait raccourci ce bail, car les occasions de mourir par accident devenaient de plus en plus nombreuses, et les hommes de plus en plus avides de courir à la rencontre de leur mort. L'homme, en effet, qui d'instinct avait toujours été curieux et agressif, était devenu depuis des siècles un explorateur et un guerrier. À présent que les hypothèses les plus hasardeuses s'étaient effondrées pour laisser la parole aux déductions de la réalité, on pouvait l'affirmer, de toutes les races de l'univers, les terriens s'étaient révélés, non pas exactement les plus braves, mais certainement les plus ingénieux et les plus rapaces et les plus meurtriers. Beaucoup de races leur avaient résisté. Aucune n'avait jamais pu les vaincre, ni même les repousser. C'est dire que la Terre, peu à peu, avait annexé l'infini et ses dépendances, ses galaxies et ses planètes, comme de simples lopins de terre. Le ciel était ensanglanté depuis des siècles par les exploits des terriens et leur besoin exacerbé de posséder. Et l'espace était devenu pour l'homme non seulement un gigantesque terrain de voltige dans l'absolu, mais un champ de bataille et un vaste cimetière militaire. Pour chaque créature de l'espace, qu'elle fût monstre, larve ou bulle de vie, le terrien était synonyme de meurtrier, et terrestre avait le même sens que le mot implacable. Et quand on signalait dans quelque monde encore épargné par l'avidité humaine l'arrivée imminente des terriens, la panique se levait comme un orage et rasait tout sur son passage. L'arrivée des terriens signifiait fatalement la mort, la défaite, puis la colonisation irréductible, sans pitié. Telle était la loi. Chaque planète conquise devenait pour les terriens une source à exploiter de gré ou de force par tous les moyens. Et tout servait à l'homme, semblait-il. Les liquides, les pierres, les plantes, les déchets, les immondices. Il ne négligeait jamais rien, il digérait tout. Il voyait immédiatement l'utilisation pratique de n'importe quoi. Toujours et partout disposé à prendre. Ou plus exactement, obliger les autres à arracher, à transporter, à manipuler ce qu'ils désiraient emporter. En fait, la venue des terriens sous-entendait l'esclavage à perpétuité, le travail de forçat sans trêve et sans contre-remboursement. Or, il faut bien le préciser, le travail était un mythe qui n'appartenait qu'à la Terre. Nulle part ailleurs dans l'espace on n'avait jamais songé à travailler. Demeurée ou civilisée, larvaire ou souterraine, aucune créature n'avait jamais ressenti le besoin saugrenu d'amasser les biens, de se faire une situation ou de gagner sa vie en acceptant de la perdre, suivant un horaire judicieusement prémédité selon tous les barèmes du sadisme mental. Les terriens seuls, s'affirmant comme une triomphale exception, pensaient et agissaient ainsi. Inutile de préciser qu'ils avaient toujours transporté avec eux, par gouffre et par cieux, leurs principes et que sans se soucier des avis étrangers, ils imposaient partout leur façon d'envisager les choses. Pour cette raison, pour d'autres encore, et surtout parce que vraiment ils étaient les plus forts, les terriens étaient aussi redoutés aux quatre coins de l'infini que n'importe quel cataclysme. D'autant plus redoutés que la chance ne pouvait jamais jouer aucun rôle en faveur des autres, ni la chance ni le hasard. Les terriens arrivaient toujours à leur fin. La victoire ne pouvait jamais leur échapper. C'est en 2125, date célèbre entre toutes, que les terriens avaient inscrit en lettres de feu dans le ciel le premier événement de cette conquête qui, à présent qu'elle avait un commencement, ne pouvait plus avoir de fin. À cette date, en effet,
Les Terriens avaient enfin réalisé ce rêve qui avait fait couler tant d'encre et de salive. Échapper à leur monde, en aborder un autre. Ils avaient donc débarqué en force et en masse sur P1, ce monde que l'on appelait autrefois la planète Mars. Au premier contact, les habitants de ce monde terrifièrent les Terriens. Mis à part le fait que leur aspect était soumis à une quantité d'incompréhensibles fluctuations, leurs dimensions parurent tellement écrasantes aux yeux des hommes que ceux-ci, hantés par 200 ans de sinistres récits de science-fiction, faillirent bien prendre la fuite sans même entamer le combat. Mais dès le premier engagement, l'homme comprit qu'il s'emparerait facilement de ce monde sans le moindre risque d'y laisser sa peau. En effet, les énormes choses de la planète P1, les pustrules, comme on les appela, se dégonflaient et se vidaient de leur vie au moindre contact d'un objet de métal. Avec une simple épingle, on pouvait faire une effroyable tuerie. On ne s'en priva point. La chasse aux pustrules devint aussi populaire sur P1 que la chasse aux canards sur Terre. Après un an, on dut parquer dans des réserves les survivants de la planète P1, comme on l'avait fait avec les Sioux au XXe siècle, en Amérique du Nord. Cette vaste région, qui en 2043 avait été sacrifiée aux exigences d'une expérience atomique particulièrement réussie. Bref, la conquête de P1 se fit sans une seule victime pour les Terriens, et ce premier exploit mené outre-terre donna à l'homme une telle confiance en ses moyens qu'on aurait pu, si on l'avait voulu, le catapulter dans l'espace sans fusée, en le persuadant qu'il devait être capable d'y voler comme un aigle des galaxies. Sans plus attendre, on envoya sur P1 des milliers de colons chargés d'extraire le sel de la planète. C'était son unique ressource naturelle, et l'armée de choc, qui avait conquis ce monde, s'enfonça dans l'avenir pour en conquérir un autre, la planète P2, puisqu'on respectait toujours l'énumération inspirée de l'arithmétique, dont les règles, en dépit du progrès, n'avaient pas changé. Sur P2, monde surchauffé, la conquête fut tout aussi facile. En arrosant les pastres d'eau glacée, on les tuait, avec une facilité tellement dérisoire que le jeu lassa les plus combatifs après une semaine de tuerie. Combat sans gloire et sans but, car sur ce monde, on ne trouva strictement rien à exploiter. À part la chaleur, cependant, on fit donc de P2 une colonie de vacances pour désœuvrer frileux, et cette côte du feu connut pendant de longues années une vogue qui fit la fortune d'une quantité d'agences de tourisme. Et de planète en planète, d'astéroïdes en galaxies, les Terriens se firent une réputation. Un avenir également, et pataugeant dans le torrent des siècles, ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans le gouffre de l'inconnu, y posant non seulement des jalons et des fausses communes, mais des institutions et des exigences humaines. L'univers, irrémédiablement, peu à peu, s'humanisait. Cela ne se fit pas toujours aussi facilement que sur P1 et P2, mais le sang de l'homme ne coula jamais à flot. Et en fin de compte, on n'eut que très peu de monuments aux morts pour la galaxie à édifier sur Terre. Toujours, même si les premiers combats coûtaient quelques pertes, les Terriens arrivaient à renverser la situation et le temps de faire quelques gammes sur leur clavier déductif, ils trouvaient bientôt le moyen de semer la mort, la déroute et la soumission. Ironie supplémentaire, le plus souvent, tuer était tellement facile que les armes redoutables, mises au point par des siècles de technique, ne servaient à rien. On pouvait parfaitement s'en passer et lutter avec une parfaite désinvolture par d'autres moyens. Ainsi, la mousse à savon servit à conquérir P56. La fumée de cigarette mit les Elges de P75 en déroute. La parole sema la panique parmi les Autriges sur P33, et avec quelques odeurs d'encens, les Terriens provoquèrent la capitulation des Faragres, dont les épines vénéneuses avaient pourtant inquiété les plus endurcis. Les Terriens, toujours soucieux de faire des économies, ne négligèrent jamais la possibilité de tuer sans dépenses inutiles, en optant pour les procédés les plus frustres, les plus efficaces en même temps. Mais toujours, partout,
Ils tuèrent. Ils tuaient. Des siècles de conquête leur avaient appris que les carnivores et les sanguinaires n'appartenaient qu'à la Terre et que les monstres les plus repoussants des planètes, les plus lugubres, étaient en réalité aussi doux que des herbivores. Mais la tuerie en abordant une planète était devenue un rite bien établi. Une suite d'actes que les hommes accomplissaient d'une façon méthodique, sans rien en penser, exactement comme sur Terre ils accomplissaient des travaux de bureau. Ainsi, ligne par ligne, s'écrivit l'histoire, une histoire monotone en somme. En 2647, la Terre possédait quelques centaines de colonies, des protectorats, des mondes occupés, des camps de concentration et des bagnes perdus, des banlieues lointaines et des parcs nationaux. Et bien entendu, la plupart de ces mondes étaient de véritables mines industrielles ou commerciales, dont le fond, en dépit d'incroyables distances, était relié à un unique réceptacle, la Terre. Et la Terre ne songeait nullement à étouffer ses ambitions, au contraire. Plus elle acquérait de possessions, plus elle en voulait. En vain, car si la Terre croulait sous les richesses accumulées, les habitants n'étaient pas plus riches pour autant, et l'avalanche de ressources donnait à chaque homme, qu'il fût industriel ou employé, un effrayant surcroît de travail. Mais depuis longtemps déjà, on avait fixé les horaires légaux de travail à 12 heures par jour. En résumé, la Terre se faisait un nom dans l'univers sans songer qu'elle se taillait en même temps une place dans le néant. Mais l'homme n'avait rien perdu de sa faculté de s'aveugler à bon compte et il se laissait envoyer dans l'espace à des millions de kilomètres de son lieu de naissance sans même se rendre compte qu'il ne faisait que se rapprocher non pas de Dieu, dont le domicile était toujours inconnu, mais de son tombeau. Car les explorateurs de l'infini ne vivaient jamais après 40 ans. C'était la rançon des voyages qui formait la jeunesse et supprimait la vieillesse. Mais personne ne songeait jamais à cela et la Terre, on le sait, ne s'était jamais souciée de l'opinion de ses locataires. Elle avait un but, et avec une force de météore, elle le poursuivait. C'est en 2735 que l'on prit la décision de conquérir la planète P473, située au nord-ouest du carrefour de l'Athos et de la nationale 002. À vrai dire, depuis un certain temps déjà, on pensait à débarquer sur P473, la planète Mauge, comme l'appelaient les savants. Mais on avait tenu à préparer cette expédition avec un soin tout particulier. La planète Mauge, en effet, d'après les rapports des observateurs, contenait une matière première introuvable sur Terre depuis 300 ans, très rare dans d'autres mondes. Du bois. Cette révélation avait galvanisé toutes les énergies et la Terre, pour éliminer tout risque d'échec, décida d'envoyer sur P473 la plus colossale armée d'invasion que l'on eût jamais constituée. De toute façon, cela tombait bien. On fêtait justement le 100e anniversaire d'un général qui avait sauvé, dans la galaxie des Marais, toute une division terrienne tombée dans le piège fatal des sangsues de l'espace. Et on donna son nom à l'armée qui allait annexer P473. Puis on leva un bataillon de cardinaux pour bénir les 10 millions d'hommes qui avaient été jetés dans les scaphandres de combat. Le pape lui-même se dérangea pour survoler l'escadre d'invasion et lui donner de haut sa très humble bénédiction. À l'aube d'une journée décrétée fête nationale, partant de différents points du globe pour converger vers un lieu convenu entre deux infinis, la gigantesque vague d'assaut creva les nuages, puis la stratosphère, et du vacarme assourdissant dans lequel elle avait pris son vol, elle s'enfonça dans le silence glacial du vide. À voir cet essaim monstrueux de bourdons d'acier filer dans l'espace, on aurait pu croire que les terriens allaient conquérir non pas un simple monde d'importance secondaire, mais tout un morceau d'espace particulièrement insalubre et dangereux. En fait, et tout le monde le savait, aucune planète n'était plus anodine que P473. Les mastres de Mauge,
tous les rapports l'affirmaient, étaient des êtres d'une grande douceur, parfaitement conditionnés à leur monde, où tout était forêt, bois et broussailles. De tête, ils ressemblaient de façon assez frappante aux castors que l'on pouvait trouver autrefois sur Terre. Ils avaient leurs mœurs, leurs ambitions. Construire, ronger, détruire, reconstruire. On pouvait difficilement imaginer des êtres plus simples et inoffensifs. Ils ne devaient même pas savoir ce que signifiait la méfiance, la haine ou le meurtre, car ils étaient les seules créatures vivantes de leur monde et jamais ils ne se battaient entre eux. La vie s'écoulait, fluide et incolore, comme une eau limpide dans le calme et le silence de leurs interminables étendues boisées. Juchés sur d'énormes pattes filiformes, les mastres avaient de grosses mains-outils sans membres, un corps trapu et une minuscule tête de cyclope au regard mélancolique de biche, avec de longues incisives de rongeurs et un long nez dentelé qui leur servait à scier les arbres. Bien entendu, ils étaient essentiellement herbivores, et toute leur civilisation tournait au ralenti autour du culte béat de l'arbre, unique détail que la nature leur avait légué. Tout cela disait assez que la conquête de cette planète serait une partie de plaisir, et que le fait d'avoir mobilisé l'élite des conquérants terriens pour s'approprier ce monde ne pouvait être qu'une mesure de prestige complètement dénuée de sens. Mais l'élan étant donné, dans une mise en scène spectaculaire, il fallait bien assumer les conséquences de cette décision, et on ne pouvait qu'attiser ce grandiose spectacle en y jetant des flambées artificielles de glorioles. Durant tout le voyage, les haut-parleurs diffusèrent donc des ordres et des discours vengeurs, des hymnes de guerre et des allocutions pleines de bruit et de fureur. Comme on pouvait difficilement alléguer que la terre-patrie était menacée par les mastres et qu'elle exigeait le sacrifice de chacun, on retraça en mots et en technicolore l'épopée du bois, sa disparition depuis des siècles, et on fit comprendre à chaque homme qu'enfin était venu le moment de sauver la civilisation pour la conquête du bois, matière première plus importante que l'atome qui assurerait à la Terre un sort meilleur sous le soleil d'un avenir régénéré. On arriva même à persuader chaque guerrier que les mastres défendraient jusqu'à la dernière goutte de leur sang leur territoire et que ce débarquement risquait d'être l'événement du siècle. Le bois devint la hantise de chacun après quelques jours. En prendre par la force les armes et le meurtre devint non seulement un but, mais une mission sacrée. Et quand les 10 millions de terriens débarquèrent sur la planète P473, ils étaient tellement avides de tuer pour ramasser du bois que pour une branche d'arbre, n'importe quel homme aurait massacré sa mère sans hésiter une seule seconde. Les mastres n'eurent même pas le temps de ressentir quelques sentiments d'effroi, de stupeur ou de panique. Ils n'eurent pas davantage le temps de se défendre ou de se terrer. La foudre que les terriens avaient emportée avec eux les pulvérisa sur place. Il y avait plus d'un mois que les terriens n'avaient pas fait la guerre, et cette frustration, autant que les discours, les avait tous assoiffés de meurtre. Une heure après le débarquement, les terriens étaient les maîtres absolus d'un monde dépeuplé, jonché de plusieurs millions de cadavres et d'énormes cratères fumants. Mais cela ne comptait évidemment pas. Les hommes avaient emporté avec eux des outils pour combler les trous, et d'autres outils pour creuser des trous après y avoir jeté les morts. Parmi les terriens, on ne comptait qu'une seule victime, un officier qui, affolé par le vacarme, avait succombé à une attaque cardiaque. On dénombra les survivants de la race mastre. On n'en trouva que fort peu. Comme on jugea inutile de les conserver comme des reliques, et qu'en somme la guerre avait été réellement un peu brève, on prolongea le plaisir de quelques heures en fusillant les derniers mastres, un à 2 kilomètres de distance pour faire de cet acte un distrayant exercice de tir. Gavés de gloire et de bruit, les terriens débarquèrent leurs matériaux de construction et plantèrent la charpente d'une future cité de l'espace, un port spatial uniquement destiné à l'exportation du bois, tels étaient les plans. Puis à l'aube, éreintés mais satisfaits, les conquérants s'endormirent. Ils ne se réveillèrent jamais. Parmi les 10 millions de terriens allongés sur le sol de P473, pas un seul ne survécut à cette première nuit. Les terriens avaient conquis la planète Mauge, certes,
Ils avaient facilement gagné la bataille, personne ne pouvait contester cette évidence. Ils étaient les grands vainqueurs de cette journée, ils avaient tout conquis, la gloire, la vie, l'espace, un nouveau monde au prix d'un effroyable massacre. Mais ils avaient agi en ignorant un détail, un simple détail qui avait quelque importance. La mort sur ce monde était contagieuse. Guerre et paix est une nouvelle de Jacques Steinberg, extraite du recueil Univers Zéro, publié aux éditions Marabout. Les Conquérants est une nouvelle de Jacques Steinberg, extraite du recueil Univers Zéro, publié aux éditions Marabout. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.